Bienvenue, bonsoir à tous. Il est né en 1983 au Cameroun. Une fois devenu adulte, Teddy Patou décide de partir à l'aventure. Ce jeune Camerounais tente de rejoindre l'Espagne, mais son voyage le mène au Maroc. Cette destination n'est malheureusement pas fructueuse. Teddy Patou manque d'argent et est sans abri. Heureusement, une rencontre va changer sa vie et lui permettre de devenir journaliste. On en parle avec Ami Koulibaly. Il a 35 ans. Teddy Patou a un parcours atypique. Ce Camerounais a côtoyé la misère. Poussé par son envie d'aller en Algérie pour venir en aide à sa famille, il ignorait ce qui l'attendait dans ce pays. Il quitte le Cameroun, son pays natal, en 2008. Je suis né dans un quartier assez précaire, je dois l'appeler comme ça. C'est une banlieue de la ville de Douala qui s'appelle Carrière et qui est juste liée à une zone industrielle. Et dans ce quartier-là, nous avons grandi dans un environnement assez particulier parce que dans cet environnement-là, il y avait déjà cette ambiance de pauvreté, mais aussi il y avait ce rêve pour des jeunes comme nous de pouvoir y arriver. On voulait un tout petit peu couper avec ce que l'on peut appeler la tradition de la pauvreté de nos parents. Et j'ai décidé à un moment donné, surtout motivé par ma mère qui souffrait du cancer parce elle périssait à mes yeux chaque jour, et j'ai décidé de partir. Sans nouvelles de sa famille depuis 2 ans, un jour, ce jour fatidique, il apprend le décès de sa mère. Après avoir passé un peu de temps en Algérie, j'ai un pote et qui un jour est venu me dire qu'il y a un cybercafé qui accepte les Noirs. C'était ses propos. Nous sommes allés dans ce cybercafé et je me suis rendu compte dans ce cybercafé que ma grande sœur m'avait laissé un message il y a 2 jours, que j'avais perdu ma mère. Dès lors, il nourrit un rêve, celui de se rendre en Algérie. Un chemin parsemé d'épreuves, semé d'embûches. Quand je suis arrivé en Algérie, pour la première fois, j'ai dormi dans des grottes. C'était des montagnes, donc avec des grottes qui se sont formées de façon naturelle. J'ai tout partagé, je dois dire, avec un ami très intime que j'ai rencontré sur cette route, avec qui j'ai fait ce parcours. Les convois s'organisaient pour aller à la frontière de Nador et traverser cette frontière pour arriver en Espagne. Il a décidé de partir. Moi, je lui ai dit que je ne sentais pas ce voyage, que j'avais plutôt envie de voir ce qui se passait au Maroc, mais lui, il a décidé de partir vers cette barrière. Il est parti vers la barrière et quelque temps après, on est revenu me dire encore une fois de plus qu'il était mort parce qu'ils avaient engagé des émeutes à la barrière et il y avait une très grosse répression et apparemment il avait été touché à la tête et il est décédé. Puis il arrive en Espagne et au fond de lui, cet aventurier était journaliste. Sa voix radiophonique le prédestinait à le devenir. J'ai commencé dans cette voie à nourrir le rêve de l'Espagne. Et ce rêve de l'Espagne m'a conduit à Marknea tout d'abord. Et quand je parle de Marknea, c'est la ville frontière avec le Maroc. Et dans cette ville frontière avec le Maroc, j'étais passionné de radio parce que, comme le disaient certaines personnes, j'avais la voix qu'il fallait. Je pouvais aussi construire 2 ou 3 petites phrases. Donc j'ai un pote qui tout le temps m'encourageait à faire de la radio. Et ce rêve, il ne l'a pas lâché. Il lui a donné vie avec très peu de moyens au Maroc, où il est arrivé en 2012. J'avais aussi un pote qui me connaissait au Cameroun et qui savait que je pouvais aligner 2 ou 3 phrases françaises, qui m'a contacté pour la présentation de Miss Afrique Maroc. Je suis parti pour cette présentation et quand je suis arrivé, j'ai rencontré une jeune Marocaine. Et cette Marocaine m'a expliqué qu'en fait, elle avait évidemment également des rêves de radio, mais qu'elle ne savait pas comment s'y prendre. Et alors on décide à ce moment de créer une émission radio qui s'appelle Café au lait. On n'avait que 6 dirhams sur nous. Puis est arrivé Sami El Jaï, ce dinosaure de la radio marocaine qui a décelé en lui ce don de faire de la radio et lui a permis de faire ses preuves à 2M, la 2e chaîne marocaine. J'ai commencé à travailler avec Teddy. On a travaillé ensemble pendant 2 mois et demi. J'étais un peu sceptique au début, je me suis dit « oulala, il y a beaucoup de boulot ». Il ne m'a pas raconté son histoire, parce que n'importe comment, je ne l'aurais pas prise en compte. J'aurais pris en compte sur le plan humain, mais pas dans mon équation professionnelle, bien sûr. Je me suis dit, tiens, bon, je vais voir pendant une semaine. J'ai senti que Teddy, on avait eu de la chance de le rencontrer. Ça demanderait un petit peu de temps, mais beaucoup moins de temps qu'avec d'autres. Parce qu'il avait une telle volonté, il y croyait tellement, il avait une telle passion, il s'accrochait tellement à son rêve que l'essentiel était là.
et que tout le reste, c'est-à-dire mon rôle de coach, etc., devenait quelque part secondaire. Oui, on a fait le bon choix. À partir du moment où vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « Moi, ce que je veux, c'est apprendre davantage et davantage et davantage. » Je pense qu'il aura une très belle carrière. Sa persévérance a fini par payer. Il intègre l'équipe de la radio à 2M en octobre 2017 comme journaliste radio. Teddy Patou a fait mentir tous les pronostics d'échec que lui susurrait cette voix négative à l'oreille. Depuis qu'il travaille à 2M, la deuxième chaîne marocaine qui a son siège à Casablanca, Teddy Patou s'impose tout doucement avec le soutien de ses collègues. La vie réserve bien de surprises, des surprises agréables quand on refuse de renoncer et qu'on se répète sans cesse qu'on va y arriver et quand on travaille inexorablement à sortir la tête de l'eau. Dans l'actualité nationale, cette réunion socio-culturelle et sportive initiée par la direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4. L'occasion pour les enseignants d'échanger avec leur ministre de tutelle, Kandia Camara. Leurs entretiens ont porté sur les examens de fin d'année. On retrouve Ami Koulibaly. Après 9 mois dans les bureaux, salles de classe et laboratoires, le personnel de la direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4 marque un arrêt. L'instant d'une journée socio-culturelle et sportive. Une journée récréative pour ensuite aborder sereinement les examens de fin d'année qui s'annoncent dès le 5 juin avec le certificat d'études primaires élémentaires, CEPE. Nous avons respecté pratiquement la date de la rentrée. Nous nous sommes dit qu'à l'approche des examens à grand tirage, il est bon de marquer le pas, décompresser un peu, déstresser parce que notre travail est très harassant. Faire une journée de communion avec notre ministre. C'est une journée récréative, une journée d'entraide, une journée de solidarité et une journée d'amitié. Cela va nous revigorer encore pour pouvoir reprendre de plus belle les examens à grand tirage. C'est une belle journée parce que toucher le ministre de près, vraiment c'est une grâce de la recevoir parmi nous. Sketch, poèmes, ballets, expositions d'œuvres d'art et littéraires ainsi que des tournois de football et de handball. Un menu auquel adhère une ancienne sportive, Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Marraine de la cérémonie, la ministre Kandia Camara a témoigné sa reconnaissance aux enseignants et encadreurs de la DREN Abidjan 4 pour le travail bien fait et pour le respect du calendrier scolaire. Je voudrais surtout féliciter les enseignants de la DREN Abidjan 4. Oui, nous avons eu une année sans accroc, une année sans trouble, une année sans perturbation, une année sans grève ici dans la DREN d'Abidjan 4. Bravo à tous! Cette journée socio-culturelle et sportive est à sa première édition. Une initiative de la direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 4 qui regroupe les communes d'Abobo, d'Anyama et d'Alépé. Qu'est-ce que la biochimie? Quelles sont les découvertes qui ont marqué cette science? Quels sont les instruments utilisés par la biochimie? Ces questions trouvent leur réponse dans le livre du professeur Jacques Corré-Diopo. Cet ouvrage intitulé Biochimie métabolique a été présenté récemment au grand public. Les explications de Franck Quadio. Une cérémonie pour rendre hommage au professeur Corré-Diopo, ex-doyen de la faculté des sciences et technologies de l'université Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui à la retraite, Jacques Corré-Diopo vient de publier sa première œuvre intitulée Biochimie métabolique, enzymologie générale. Elle est subdivisée en 3 grandes parties. Cette œuvre traite de la thermodynamique cellulaire, de l'enzymologie générale et du métabolisme cellulaire. Elle sera pour les enseignants et les étudiants un moyen d'approfondissement accru des connaissances. C'est un ensemble de cours que j'ai réunis, qui est en 3 parties d'une façon générale. J'ai fait une partie pour faire comprendre le mécanisme bioénergétique, pour que, du point de vue physique, ceux qui ne sont pas des physiciens puissent s'appréhender les termes physiques. Ensuite, j'ai attaqué les enzymes. Ce sont les molécules qui facilitent les réactions qui se passent dans les organismes vivants. Ensuite, j'ai abordé la partie métabolique qui constitue
en fait toutes les réactions que les enzymes facilitent pour perpétuer la dynamique vitale. L'œuvre est appréciée par les universitaires. Pour eux, cet ouvrage revêt un intérêt particulier. Dès qu'on a appris qu'il a fait un bouquin, c'est bon, ça c'est un bouquin à avoir dans nos bibliothèques. Sinon, on ne pourrait pas transmettre le savoir aux jeunes. Cet ouvrage-là m'intéresse beaucoup parce qu'il me permet de me mettre à niveau, puis pouvoir donner des explications réelles, sûres à l'étudiant. Ils sont venus nombreux pour soutenir l'auteur. Amis, collègues et anciens étudiants faisaient partie de cette rencontre. Et en images, on parle du concours Miss Côte d'Ivoire 2018. 26 candidates sont aujourd'hui à l'assaut du titre. Elles se lancent ce soir dans la course pour succéder à Mademoiselle Mandjalia Bané. Elles vont donc affronter plusieurs épreuves, notamment la chorégraphie et la culture générale. Des heurts au Mali, et cela à 2 mois de l'élection présidentielle. Au moins 12 personnes ont été blessées aujourd'hui à Bamako, la capitale, lors d'une marche pacifique de l'opposition. À noter que cette manifestation avait été interdite par le pouvoir. Les opposants maliens dénoncent une agression. Il faut agir vite car la mer Méditerranée se vide de ses poissons. Un certain nombre de mesures sont alors prises. Dans la région nord du Liban, par exemple, des pêcheurs sous-marins font la promotion de la pêche raisonnée. Dernier préparatif sur le port de Kalamoun, au nord du Liban, pour Rachid Zok et son compagnon de pêche. Fusil harpon en main, ils filent vers le large pour une séance de pêche sous-marine. Rachid milite pour une pêche raisonnée et réglementée, fatigué de voir la Méditerranée se vider de ses poissons. La pêche sous-marine est la technique de pêche qui protège le plus la mer et le poisson. Parce qu'on peut voir ce qu'on pêche. Ce n'est pas caché. On descend voir et choisir. Donc nous sommes très sélectifs sur ce qu'on veut prendre dans la mer. Après 4 heures de chasse, Rachid revient avec un maigre butin, un méron. Pour d'autres pêcheurs, c'est le même constat décevant. 90% des stocks de poissons de la Méditerranée sont surexploités selon une étude européenne, menaçant le gagne-pain de l'ensemble des pêcheurs. On est obligé de faire ce travail, on n'a pas d'autre métier. Moi, j'en dépends, mon fils en dépend. Mais il n'y a rien. Il n'y a plus de poissons dans la mer. La mer a besoin d'être protégée. La loi libanaise réglemente la taille des mailles des filets et interdit la pêche à la dynamite. Mais pour certains, la volonté politique manque pour provoquer un réel changement. Les pêcheurs étant aussi des électeurs, certains hommes politiques ferment les yeux sur les pratiques abusives. Malheureusement, personne n'use de son autorité ou ne prend en compte la réalité difficile que vivent les pêcheurs à Mina. Rachid n'en démord pas pour autant. Avec son association Freedive Lebanon, il tente inlassablement de convaincre les pêcheurs libanais de pratiquer l'apnée et la chasse sous-marine, moins destructrices selon lui. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, dimanche, à 19h. Ce sera toujours sur RTL2.